Alors bienvenue sur VoyageCast. Salut Michel. Bonjour Jonathan. Alors tu es où Michel? Alors moi, je demeure sur la rive sud de Montréal, dans la petite municipalité de Boucherville, mais à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal. Ok, génial. Alors dans cette émission, on va parler d'une l'observation d'un animal assez grand généralement qui vit dans l'eau. Parce que toi, tu vas observer les baleines si j'ai bien compris. C'est ça, dans le bas du fleuve, sur la rive nord et sur la rive sud. Ok, alors c'est super, c'est assez rare, hein, c'est la première personne que j'entends qui fait ça. Faut dire, je suis en Suisse, ça aide pas trop pour aller observer les baleines. Alors imagine, j'atterris à Montréal, je sais pas où aller, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour aller observer les baleines de façon assez facile? Il y a deux possibilités. Si on veut observer les baleines, ça dépend de la stratégie qu'on veut utiliser. La première, c'est des observations terrestres. Donc, sur la côte, du côté nord du fleuve Saint-Laurent, il y a sur une trentaine de kilomètres de l'observation terrestre. Ou le plan B, c'est sortir en kayak de mer et avoir la possibilité d'avoir un contact beaucoup plus près encore et un peu plus se repositionner rapidement pour suivre leur approche en surface. Quand tu dis observer depuis la côte, ça se fait comment? T'es sur une plage et puis tu regardes les baleines? C'est plutôt rare la plage. Ça existe à Tadoussac, une petite plage, malgré que ce n'est pas l'endroit idéal pour les observer. C'est plutôt vraiment sur la côte, mais sur la côte nord du Saint-Laurent, à partir de Tadoussac, est une côte très rocheuse. Donc, ce sont d'immenses avancées de granit et on fait simplement s'asseoir sur ces blocs de granit et attendre. Et généralement, dans une période de temps plutôt courte, on va avoir la chance de voir plusieurs types de baleines, de la baleine bleue qui est la plus grosse, le petit rorqual qui est la plus grosse des petites baleines. Et tu les vois sauter vraiment comme on voit dans les films un peu ou bien? C'est une observation fréquente. Généralement, on va les voir en surface. Ils vont venir respirer en surface et ils ont un cycle normalement de respiration. C'est 4, 5, 6 respirations. Puis, ils vont arquer le dos. Là, on sait que c'est leur dernière respiration et ils vont plonger. Et on attend 10 minutes, 15 minutes et ils vont réapparaître un peu plus loin. C'est pas rapide dans une baleine, ça se déplace pas à grande vitesse. Donc, on peut peut-être sur un point terrestre les observer en surface peut-être à 3 reprises. Donc, 3 fois 5 ou 6 respirations. Pourquoi elles viennent là en fait? C'est des endroits précis? C'est un endroit très précis. C'est pas pour nous qui sont là, c'est pour s'alimenter en été. Et ils viennent chercher des petites invertébrés, c'est du plancton, c'est du krill, et ils vont venir se nourrir dans cette zone-là. C'est le contact de plusieurs courants avec une fosse marine très profonde, et c'est ça qui fait qu'on les a devant nous durant l'été. Donc, c'est vraiment pour eux qu'ils viennent, c'est pas pour nous. Et à quelques mètres du large, on est à 250 mètres de profondeur. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut les voir très près de la côte. Ouais, c'est pas comme les Maldives où ça avance sur 2 mètres pendant 500 mètres. À partir du moment qu'on est sur le rivage et on approche de l'eau, c'est une falaise, c'est 250 km et beaucoup plus profond si on s'écarte peut-être 1 kilomètre au large. C'est assez, pour qu'on se donne une image, c'est assez sauvage quand même les côtes de ce côté-là. C'est sauvage, il faut s'y attendre. En été, même s'il fait très beau et à Québec ou à Montréal, on annonce une canicule, dans cette zone, on peut s'attendre à avoir du froid au point d'avoir tuque et gants. Les vents viennent de la mer, les vents peuvent être très violents. Donc, autant ça peut être une belle journée, autant ça peut virer galère. Et comment tu restes? Alors tu dis qu'il y a des côtes voilà, qui sont assez sauvages. Est-ce qu'il y a des campings, des hôtels, quelque part où tu peux rester? Sur la Côte-Nord, parce que dans le premier temps, on va parler de la Côte-Nord, il y a Tadoussac. Tadoussac, c'est un peu le ground zero pour les baleines. C'est vraiment le point d'entrée aussi pour la rivière Saguenay, qu'on appelle aussi le fjord. Et dans la ville de Tadoussac, il y a auberge, bed and breakfast, il y a un camping, un magnifique camping en ville, donc avec une très belle vue sur la ville. On peut même voir les baleines du camping. Et il y a la côte, donc il y a 2 campings en chemin intéressants. Il y a le Paradis marin,
qui est peut-être pas la meilleure recommandation parce que c'est sans réservation, c'est un peu Far West. Et à 1 kilomètre, un peu plus à l'est, il y a Mer-et-Monde. Ça, il faut y penser d'avance. C'est très, très, très populaire, pas parce qu'il y a très peu de plateformes. Il y a une trentaine d'emplacements de camping, donc très rapidement réservés. Donc, on y pense en avril pour l'été ou l'automne. Ouais, parce que justement, alors moi j'ai vu les photos, c'est vrai que nous, quand on pense camping, on pense à un endroit bien plat, avec des petits arbres et tout ça. Alors que là, c'est assez rigolo. Tu as vraiment juste les blocs de granit, puis il y a des plateformes, comme tu dis, en bois, où on met notre tente. Il n'y a rien à plat. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de terrain plat. Donc, on a été obligé de construire sur des blocs de granit, des plateformes environ 3 mètres par 3 mètres. Ce n'est pas pour des grandes tentes familiales et c'est un endroit pour être en contact direct avec les baleines. On va se réveiller, on va voir en pleine nuit les baleines qui vont nous réveiller. Donc, on les entend parfaitement respirer. Partant en canne, on les entend. On peut, sans les voir, savoir exactement où ils sont dans l'eau. Avec une pleine lune, on les voit venir en surface la nuit. Est-ce que tu arrives à entendre le chant des baleines? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais est-ce que tu l'entends quand tu es dans une tente à côté de la mer ou c'est seulement dans l'eau? Dans l'eau seulement. Dans la tente, sur les rochers, en plateforme, on va les entendre parfaitement respirer. C'est la façon qu'on a pour les repérer. Et si on veut les entendre chanter, il faut sortir. Mer-et-Monde a des hydrophones et eux vont sortir le soir, le jour, la nuit avec des hydrophones et vont aller les écouter chanter en pleine mer. Et l'avantage de sortir la nuit avec Mer-et-Monde, c'est qu'il y a aussi de la bioluminescence. Donc, le plancton devient lumineux. Donc, en plus d'entendre les baleines, on va simplement pagayer et notre kayak va devenir vert fluorescent ou phosphorescent par la bioluminescence. Excellent. Parce que j'ai une question un peu stupide. Je t'avais demandé si on pouvait mettre la tête dans l'eau pour écouter les baleines. Alors, tu vas me répondre? 4 degrés centigrades. On ne laisse pas la tête dans l'eau très, très longtemps, même l'été. Donc, c'est un milieu hostile, donc il faut faire attention. D'accord. Donc, l'idée stupide à Jonathan à ne absolument pas faire, on ne met pas la tête dans l'eau au Canada. Avec de l'équipement de plongée, sans problème. Il y a des plongeurs. C'est une zone où on peut voir de la plongée sous-marine, mais eux sont équipés en conséquence. C'est l'habit total de la tête aux pieds. Il n'y a aucun pardon. L'eau est froide. C'est 4 degrés. Alors admettons, j'ai passé mon premier jour, voilà, à aller voir depuis ma petite plateforme, c'est joli, mais je me dis, j'aimerais aller encore plus près. Alors toi, tu fais un truc assez spécial quand même, le kayak de mer. Alors ça ressemble à quoi? Alors, un kayak de mer, c'est un kayak qui est beaucoup plus surdimensionné qu'un kayak de rivière. Et la raison, c'est simplement être capable d'affronter les éléments ou tout simplement être capable de sortir en expédition 1 journée, 2 journées, 1 semaine et être autonome lors de ces sorties-là. Donc, il faut des cloisons étanches, des compartiments pour tout mettre à l'abri des intempéries. Et il faut penser en fonction que si on est parti 2 jours, 3 jours, il faut avoir de l'eau, de la bouffe, tout en conséquence pour pouvoir survivre. Mais c'est une approche qui est très, très particulière parce que dans certains cas, les baleines vont venir à 1 mètre du kayak. Certaines baleines vont venir se frotter sur le kayak. Donc, c'est un autre monde. C'est pas le monde terrestre, c'est le monde maritime. Ok, alors tu me conseillerais quoi? J'arrive, je dis au gars du camping salut, j'aimerais un kayak. Je prends mon kayak et puis je vais en mer comme ça Une organisation sérieuse va dire non. Et ils vont vous offrir de sortir avec guide, accompagnateur. Donc, eux savent où aller. Ils vont vous encadrer. S'il arrive un pépin, ils sont là pour vous sortir des emmerdes. Mais il faut prendre en considération que c'est un milieu qui est dangereux. Par contre, certaines organisations vont vous louer les kayaks et vous pouvez sortir sur votre propre pouvoir avec tous les risques qu'il y a avec ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose, mais c'est un monde qui est quand même un peu dangereux. C'est pas de l'eau douce, c'est pas un lac, c'est pas Montréal. Ouais, parce qu'on en parlait, alors toi tu as beaucoup d'expérience qui te permet sûrement d'être beaucoup plus autonome, mais quel danger on peut avoir en mer? Parce que moi je suis à la montagne, je connais pas tellement les dangers qu'il y a en mer. C'est une zone, entre Tadoussac et les Escoumins, c'est une zone où il y a beaucoup, beaucoup de courants. Les courants de marée, les courants normaux du fleuve sont hyper dangereux. Autant ils peuvent être porteurs et nous faire gagner du temps, autant ils peuvent être dangereux et lorsqu'on a un contact peut-être de front avec ces courants-là, ça peut devenir problématique au point de ramer à reculons. Donc, on a beau essayer d'avancer, les courants sont plus puissants que nous, qu'on a comme puissance musculaire pour avancer. Donc, on recule ou on se fait déplacer.
Donc, c'est un plus et un moins. Il s'agit simplement de vérifier les marées, sortir avec les marées, aller dans le sens de la marée, montante ou descendante pour éviter les problèmes. Et l'autre gros problème, c'est le vent. Les vents viennent de mer. Les vents ont beaucoup d'espace pour circuler. C'est 30 km la largeur du fleuve. Donc, ça peut devenir problématique. Les vagues avec le vent peuvent devenir problématiques. Donc, il y a du plus, mais il y a aussi les dangers associés à ce jeu-là. Est-ce que tu te retournes facilement avec un kayak d'eau de mer, un peu comme en eau douce? Le nôtre, non. Il faut savoir choisir son kayak. Donc, les kayaks tandem sont beaucoup plus stables que les kayaks solo. Donc, si c'est une première et vous voulez essayer par vous-même, conseillez d'être deux et essayer avec un tandem. Donc, les tandems sont beaucoup plus stables. Pour transporter, on peut transporter beaucoup plus si c'est pour faire de l'expédition, alors que les kayaks solo sont beaucoup plus performants, beaucoup plus rapides, beaucoup plus nerveux, mais vont aussi être beaucoup plus déstabilisés rapidement par mauvais temps. S'il y a une baleine bleue qui saute à côté de toi en kayak, est-ce que t'as pas un peu peur de te retrouver dessous? Ça a l'air violent quand même, non? Dans la littérature, il n'y a aucune histoire vraie de baleine qui a renversé un kayak. Les photos sur Internet sont toujours truquées. Donc, on voit, avec un petit peu de recherche sur Internet, certaines baleines pratiquement avaler un kayak ou renverser un kayak. Ce sont des photos truquées. Donc, si on consulte les agences qui guident les biologistes, il n'y a aucun contact reconnu comme un contact avec renversement du kayak par une baleine. Alors, juste une petite information sur les sauts de baleine. Il y a les sauts qu'on voit à la télé qui sont tout le temps très médiatisés. La baleine sort complètement de l'eau et c'est la saison des amours. C'est souvent en Basse-Californie, dans les Caraïbes, aux îles, en Polynésie française qu'on voit ces photos. C'est possible de voir ces sauts à Tadoussac, plutôt rare. Par contre, il y a un autre type de saut qu'on voit. Et si tu vas sur le site du Paradis marin, il y a une photo d'une baleine en train de sauter. C'est plutôt ce genre de saut que tu vois, et ce sont des sauts en alimentation. Donc, apparemment, les baleines vont faire des cercles, on les voit parfaitement faire des cercles sous l'eau et laissent aller des bulles d'air, créent un rideau de bulles et vont passer par le dessous et remonter en surface et avoir attrapé les petits poissons et les invertébrés dans les bulles d'air. Donc, c'est ces sauts-là qu'on voit généralement sur le Saint-Laurent. Ouais, alors sauf erreur, je sais pas si tu as vu le film Un jour sur Terre. Non. C'est un film voilà, où il y a des baleines aussi, où ils font un peu le tour de la planète avec les animaux à voir et tout ça. Et ils montrent ça justement, et le coup justement de faire des bulles et puis de remonter au milieu. Et ça, c'est fréquent. Ça, sur le Saint-Laurent, c'est fréquent. C'est tout l'été, on peut en voir. C'est pas nécessairement être chanceux, c'est sans être quotidien, c'est quand même quelque chose qui est visible sur le Saint-Laurent. Plus que les sauts là, très, très hors de l'eau, la baleine à bosse qui va faire un saut pratiquement complet hors de l'eau. Bon, ça doit quand même être joli à voir. Hein? Oui, c'est très, très joli, c'est très impressionnant. Ça nous est arrivé, nous, on était en dérive sur le Saint-Laurent un matin, pas de vent, soleil, et on s'est laissé aller avec le courant, les marées. Et je regardais à quelques centimètres sur la droite de mon îloir, dans le kayak, et je regardais les petits poissons, puis les invertébrés, puis le plancton qu'il y avait dans l'eau. Et j'ai vu l'eau se soulever à quelques mètres de moi, même, c'est plutôt quasiment à moins d'un mètre, on va dire 2 mètres de moi. Là. L'eau s'est soulevée, ça a fait comme une sorte de gigantesque bulle. Il y a une baleine qui est sortie de ça. Donc, elle est arrivée par en dessous du kayak, on ne l'a jamais vue. Elle a sauté à 2 ou 3 mètres de nous et retombé dans l'eau et disparu. On était en état de choc. C'est comme si c'était une hallucination qu'on avait eue. Pas d'eau, rien, disparu. On ne l'a jamais vu venir, on ne l'a jamais vu partir. Donc, c'est possible d'en voir. Sans être fréquent, c'est commun. Ouais, ça doit être une expérience assez sympa, ça, quand même. Hein. Oui, puis c'est tout le temps, on se regarde, puis c'est 10 tonnes, c'est 10 mètres, c'est à quelques mètres de nous, et ça fait pas, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'onde dans l'eau, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de splash, rien, c'est disparu, c'est terminé. Donc, c'est impressionnant. Magnifique. Ben, il faut voir ça une fois, alors. Donc, ça, c'est peut-être à mentionner que c'est possible de voir des sauts, mais c'est un saut plus en alimentation que la période d'accouplement. Donc, on a vu tout l'été, nous, on a vu à plusieurs fois cet été.
Par contre, certaines baleines, les belugas, eux, ils vont pouvoir venir jouer avec le kayak, ils vont le pousser, ils vont nous le soulever un peu, ils vont nous déstabiliser un peu, vont mordiller le gouvernail, les pagaies, donc vont avoir un côté enfantin, mais il y a aucun danger. Mais c'est très surprenant la première fois. On les voit jamais arriver, on les entend pas, et tout qui sont là sous le kayak, et là, c'est la surprise. Mais on s'habitue vite, c'est magique, on a pour des jours à trembler après avoir vécu l'expérience. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être, ça ressemble à quoi un beluga? Beluga, c'est la fameuse baleine blanche. C'est une baleine à dents. À l'âge adulte, c'est 10 mètres. C'est une baleine on l'appelle aussi canari parce que ses chants sont très, très, très mélodieux lorsqu'on les écoute. Et les jeunes, jusqu'à 3 ans, sont bleus. Et on les appelle bleuvets jusqu'à l'adolescence, les baleines. Donc, on peut voir des petites baleines avec eux. On croit que c'est un type différent de baleine. C'est simplement des bébés belugas. Donc, ils sont bleu-gris et vont tourner au blanc avec l'âge adulte. Ça a l'air vraiment génial. Il n'y a pas d'orques de ce côté-là? Non, il n'y a aucun contact, il n'y a aucune documentation par rapport au Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent pour les orques. Donc, on a plusieurs types de baleines. On n'a pas tous les types de baleines. Il y a des dauphins, mais il y a des requins. Les requins, c'est plutôt pêché que vu, là, mais il n'y a pas d'orques. Il y a des phoques. Tu disais que tu pars en expédition des fois. C'est quoi une expédition en kayak d'eau de mer? Il y a encore une fois 2 possibilités. La première, c'est s'organiser par nous-mêmes. Il faut être autonome. Il faut penser à l'eau, la bière, le vin, la bouffe, les intempéries, la tente, les matelas de sol, les sacs de couchage, tout, le réchaud, les lumières, les chandelles, tout. Et ça, on peut partir une journée, une semaine et être autonome. Et il y a aussi, ça, c'est plutôt bon marché. Par contre, si on veut faire ça avec une organisation. Il existe 2 grandes agences qui vont offrir le service dans cette région-là. C'est la même histoire, sauf qu'il faut payer et généralement, c'est très cher, très, très, très cher. Mais c'est bien. Si vous avez les sous et vous voulez payer pour ce genre de sortie-là, ça peut devenir quelque chose de magique. Les repas sont fournis, le coucher est en tente sur plateforme ou en refuge et ça peut être une journée, ça peut être une semaine partie, mais c'est beaucoup plus encadré. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire. Quel niveau sportif tu dirais qu'il faut y avoir pour du kayak de mer? Est-ce qu'il y a besoin d'être un solide gaillard ou bien est-ce qu'on peut y aller peut-être en étant un peu des sportifs du dimanche Ça peut être un sportif du dimanche. Le Saguenay est reconnu pour être une rivière un peu problématique, mais tous les sorties qu'on fait comme individu ou comme groupe se font du haut en bas du haut vers le bas du Saguenay. Donc, on a tout le temps un courant portant de dos. Et à certaines journées, on peut ne pas avoir à pagayer de la journée et s'être déplacé de 10, 15, 20 km sans pagayer. Par contre, s'il y a du vent, ça peut tourner au vinaigre. Si il y a un courant de face, parce qu'il peut y avoir des courants de face de temps à autre, c'est aussi plus problématique. Mais pas nécessaire d'être très, très sportif pour faire du kayak de mer. Même si on peut quand même être sportif et en profiter encore plus, c'est pas une nécessité d'être sportif faire du kayak de mer. Alors voilà, on va au nord, on va observer les baleines en kayak de mer. Est-ce qu'il y a des endroits vraiment spécifiques absolument pas à louper? Alors, tu as dit Tadoussac avant? Tadoussac, c'est un peu le ground zero pour les baleines. Le tourisme de masse va à Tadoussac, prend des embarcations qui peuvent être un Zodiac, petit bateau, jusqu'à des grands bateaux pour des centaines de personnes. Et on fait des sorties généralement dans le fleuve Saint-Laurent ou dans le fjord du Saguenay, et on va intercepter les baleines, parce que c'est quasiment le mot, intercepter les baleines, et c'est une sortie qui est simplement une sortie d'observation, il n'y a aucun côté sportif. Par contre, à Tadoussac, on peut sortir aussi en kayak de mer. Il y a 2 agences, mais une en particulier qui fait de la sortie en kayak de mer. Et là, on peut aller observer les baleines. Mais en kayak de mer, selon moi, Tadoussac n'est pas le meilleur endroit. Le kayak de Tadoussac, il faut sortir relativement large pour voir les grosses baleines. Et ça demande quand même et du temps. Il y a peut-être un peu plus de niveau sportif. Il y a des bons courants. C'est la zone qui a beaucoup de courants.
Par contre, un peu plus à l'est, il y a Grande-Bergeronne aux Escoumins, donc c'est entre ces deux villes-là. Et il y a deux campings. Les deux campings offrent des sorties en kayak de mer. Et là, certaines fois, c'est quelques mètres de pagayer et la baleine bleue ou la baleine à bosse est là. Donc, certaines fois, on n'a même pas besoin d'aller en mer vraiment avec les kayaks pour voir les baleines. Toi qui vois ça d'un peu plus près, tu nous as dit le tourisme de masse, voilà. Est-ce que c'est quelque chose à absolument éviter? Parce que c'est vrai qu'on... Peut-être ça coûte moins cher et c'est peut-être un peu plus facile pour beaucoup de gens d'aller dans un navire où il y a une centaine de personnes, mais qu'est-ce que tu penses là-dessus? Tadoussac est un endroit à voir. Il y a un petit parc à Tadoussac où on peut faire l'observation de la côte. Les baleines viennent très, très près du rivage. C'est une belle petite ville. C'est apparemment, selon eux, une des 10 plus belles baies du monde. C'est une baie en sablé, donc c'est très, très joli. Par contre, à 20 km à l'est, il y a le Paradis Marin, qui est un camping où les baleines vont venir se frotter sur la côte. Et c'est un endroit un peu far west. Et à 1 km plus à l'est, donc il y a Mer et Monde. Et là, c'est avec réservation. Les baleines viennent se frotter sur la côte et c'est, tant qu'à moi, l'endroit idéal pour aller faire l'observation. Autant terrestre, autant maritime, donc à Mer et Monde. Oui, puis finalement, pas si loin de Tadoussac, donc effectivement, c'est vraiment faisable. C'est 25 km, une trentaine de kilomètres de Tadoussac. Donc, déjà, en Tadoussac, l'été, c'est la folie avec les autobus, les camping-cars. Tout le monde est à Tadoussac pour voir les baleines en masse. Alors qu'à 20 km de là, on peut avoir la paix, la totalité tranquille pour pouvoir observer les baleines. Des fois, on est seul. Sur le camping, on est seul en après-midi pour regarder les baleines. Donc, c'est à 20 km de distance, c'est l'eau et le feu pour la comparaison. Tu te déplaces comment, par exemple, entre Montréal et Tadoussac, et puis en Tadoussac, ensuite, tu conseillerais de louer une voiture ou d'aller en bus, en train? Le train ne se rend pas là, donc il y a les dû aux montagnes. L'autobus, c'est un moyen un peu primitif, je dirais pas primitif, mais un peu archaïque au Québec, donc on n'a jamais privilégié les transports en commun. L'idéal, c'est une location de voiture. Donc, c'est à peu près la seule manière d'avoir, sur une courte période de temps, d'en profiter au maximum sur une courte période de temps. Donc, ça ou le camping-car. Donc, c'est préférable, si on est en camping, d'avoir une petite automobile et rouler de Montréal par la rive nord, par la rive sud pour se rendre dans ces zones-là. Tu conseillerais de prendre une tente avec toi, enfin tout ton matériel avec en même temps? Oui. Donc, tente, parce que c'est peut-être la façon la moins chère de coucher. Et c'est généralement les campings qui sont le plus près de l'eau. Donc, les bed and breakfast, les hôtels sont tout le temps en retrait, même avec aucune vision sur le fleuve, alors que la tente a tout le temps été privilégiée pour l'observation. Donc, en contact là, très, 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 très précis, très, très, très rapproché. Donc voilà pour la côte nord, c'est sympa, tu m'as dit, il y a un autre côté à aller voir aussi, alors oui. C'est où et il y a quoi comme différence? Donc, je t'ai envoyé deux adresses Internet pour des ferries. Donc, au lieu de revenir sur Québec et rouler 250 km pour repartir sur la côte sud et rouler 200 km, il y a deux ferries possibles. Un à quelques kilomètres de Mer et Monde. Donc, c'est un petit traversier qui va assurer le service entre les Escoumins et Trois-Pistoles. Il est affecté par les marées, donc il faut regarder sur leur adresse Internet la cédule et la journée. C'est conseillé de réserver avant d'y aller et c'est une traversée qui va durer 90 minutes. Un peu à l'ouest, donc à partir de Tadoussac, il y a Saint-Siméon et encore une fois, eux ont un service beaucoup plus régulier, stable, parce que la marée n'est pas un problème. Donc, il y a un service entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup pour traverser sur la côte sud du Saint-Laurent. Donc, encore une fois, c'est une traversée de 90 minutes pour aller sur la rive sud. Et si on veut, il y aurait peut-être plus au nord aussi, entre Forestville et Rimouski. C'est un catamaran très rapide, mais là, on se déporte un peu vers l'extérieur des zones peut-être intéressantes pour les baleines. Donc, l'idéal, si vous êtes dans la région de Tadoussac, là, c'est de Trois-Pistoles, les Escoumins. Et ça change quoi, de changer de côté de la côte comme ça?
Donc, la côte sud est totalement différente. Au lieu d'être sur du granit, c'est une côte qui est très, très influencée par les marées. Et c'est des envasements à marée basse et des superbes couchers de soleil à marée basse ou à marée haute. Donc, là, maintenant, on voit vers l'ouest, donc 30 km de fleuve en largeur et on voit des couchers de soleil. Et c'est une zone entre Rivière-du-Loup et la SEPCA, là, donc le petit camping mentionné sur Internet avec l'adresse. C'est une zone où on peut voir, avec un peu d'effort, les belugas. Donc, c'est une zone qui est très, très populaire pour les belugas. Donc, c'est un endroit où il faut sortir en kayak de mer. Il faut prendre un peu le large et conseiller d'aller avec un groupe. SEPCA offre des sorties en groupe. Et il y a des îles, le paysage est magnifique. C'est une des régions du Québec qui a les plus beaux paysages renommés tout le temps par les agences. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais, tu peux faire d'autres activités aussi de ce côté-là. Hein. À la SEPCA, il y a la mer, donc le kayak. Il y a aussi du vélo, si on veut, on est un amateur de vélo. Et il y a aussi la montagne. Donc, c'est un des endroits mythiques au Québec, malgré qu'on ne peut pas parler d'immenses montagnes. Là. C'est un des endroits mythiques au Québec pour faire l'escalade. Donc, l'avant-midi, on peut faire l'escalade et l'après-midi, on peut faire du kayak de mer. Ça sonne bien, ça sonne bien. Au niveau des espèces de baleines, c'est un peu la même chose que de l'autre côté, ou bien tu vois des baleines différentes comme le rivage n'est pas le même? C'est des belugas pour la grande partie des observations et quelquefois du petit rorqual, qui est la plus petite des grandes baleines. Mais les grandes baleines, généralement, ne viennent pas sur la rive sud, sont sur la rive nord. Ok, donc ça vaut vraiment la peine de faire les deux, quoi. Oui, c'est deux mondes, c'est deux histoires. C'est complètement différent sur le paysage, la façon de se déplacer de la côte nord, c'est quelques mètres et on est dans les baleines. Et sur la côte sud, il faut être peut-être en sortie. Ça vaut une sortie, c'est environ 3 à 4 heures pour vraiment, vraiment avoir la chance d'aller sur les zones exactes où sont les belugas. Tu as aussi des endroits un peu scientifiques qui vont observer les baleines par là-bas, où tu peux aller avec eux? Sur le plan vraiment, vraiment scientifique, il y a Cap Bon Désir, qui est sur la côte nord, pas loin de Mer-et-Monde et Paradis Marin. C'est un parc géré par le gouvernement du Canada. Et sur place, il y a des scientifiques. Il n'y a aucune sortie en mer. Eux sont simplement sur les rochers. Et à quelques mètres des rochers, il va y avoir les baleines. Donc, avec commentaires par des biologistes, pour savoir exactement ce qu'on voit et toute l'historique de ces baleines-là. Et en passant, les baleines sont identifiables. Donc, les baleines, de par leur marque, exemple, les cicatrices laissées par des hélices ou simplement les frottements ou le marquage naturel, toutes les baleines sont identifiées. Et cet été, on avait une très, très vieille baleine dans le Saint-Laurent qui s'appelle Tic-Tac-Toe. Et Tic-Tac-Toe avait son bébé cette année avec elle. Donc, on a pagayé à quelques mètres de Tic-Tac-Toe pendant peut-être une demi-heure et son bébé. Donc, on était seuls. Il y avait nous, la baleine et son bébé. Donc, pendant peut-être une demi-heure, on se suivait à quelques mètres un de l'autre. Ah, c'est génial parce qu'elles n'ont pas peur, hein? Non, généralement, il y a des règles très, très strictes émises par le gouvernement. Le truc, c'est de ne pas aller les intercepter, c'est d'être sur leur arrière ou sur leur côté, donc ne pas venir leur couper la route. Et on peut être avec eux pendant une très, très longue période. Si la mer est calme, on peut sortir au large et les suivre facilement. On a navigué pendant peut-être 1h30, 2 heures cet été avec une bleue, à quelques mètres de nous. Donc, on l'a eu seul avec nous, une baleine bleue, pendant, peut-être 90 minutes. Et tant aussi longtemps qu'on ne l'intercepte pas. Et on s'agit simplement de calculer ses respirations. On sait dans quelle direction qu'elle s'en va. Et on garde un peu notre arrière par rapport à elle. Mais par pur hasard, elle est sortie à quelques mètres du kayak, sans danger. Ça a l'air génial, ça. Et comment, toi, tu as appris à apprendre un peu les baleines comme ça? Est-ce que tu as lu des livres, regardé des vidéos un peu pour les reconnaître? Il y a des livres et Internet. Donc, pour un peu les identifier au départ, chacune ont leurs caractéristiques pour respirer. Chacune des types de baleines ont leur façon de montrer le dos et leur nageoire en surface. Donc, avec un peu d'expérience, on peut rapidement les identifier et savoir si c'est une baleine bleue, une baleine à bosse, un grand rorqual, un petit rorqual, beluga, dauphin, marsouin. Donc, ils ont chacun leur signature en surface. Et avec un livre au départ ou simplement Internet, on peut apprendre rapidement.
Ça a l'air absolument génial, vraiment magnifique. Hein, ça... Enfin, pour dire, toi tu le fais depuis 17 ans, si tu continues à aller le voir, je suppose que ça doit être assez fabuleux. Hein. On nous demande tout le temps, chaque été, pourquoi vous n'allez pas ailleurs. Et jusqu'au moment où ils n'ont pas vécu cette zone-là, ils ne comprennent pas. Donc, on pourrait aller en eau douce, on pourrait aller à la chaleur, on pourrait aller dans les zones qui sont beaucoup moins agressives ou hostiles pour faire nos vacances. Mais c'est une drogue. À partir du moment où c'est arrivé une fois, il faut y retourner. Donc, surtout les contacts avec les Belugas, lorsqu'ils jouent avec nous, là, c'est un monde, c'est complètement différent. À vraiment essayer. D'ailleurs, au Canada, est-ce que c'est quelque chose de commun d'aller voir les baleines ou bien... Il y a 17 ans, non. On était seuls sur la côte nord, dans les zones les plus visées pour les contacts avec les baleines. Et depuis peut-être 7 ou 8 ans, c'est un attrait touristique très, très publicisé par les régions qui veulent attirer du tourisme, des touristes. Et avec tout ce qui vient avec, là, donc le tourisme, le trafic, les embouteillages de temps à autre. Donc, ça devient un peu trop populaire. Il peut y avoir 8, 9 zodiacs qui vont se tenir sur une baleine. Lorsqu'ils ont repéré une baleine, ils peuvent la suivre toute la journée pour emmener des touristes. Donc, il faut... nous, on a fait quand même des belles périodes. On peut avoir quand même nos baleines à nous, de baleines bleues, baleines à bas cet été, on était seul avec. Mais généralement, les zodiacs vont arriver, ils vont suivre la baleine, ils vont aller chercher d'autres touristes, ils vont revenir. Donc, il y a encore des zones très, très tranquilles, mais en même temps, il y a des zones qui sont un peu plus touristiques. Tadoussac est très, très touristique. C'est le problème du voyage. Hein. Chaque fois qu'il y a des jolis coins, il y a 1000 personnes qui se ramènent au même endroit, mais bon. C'est question de survie pour ces régions. Il y a... une quinzaine d'années, c'était presque des régions abandonnées par les touristes. C'est depuis peut-être 7, 8, en forçant 10 ans. Là, c'est beaucoup, beaucoup de publicité pour attirer le maximum de touristes dans une petite période de temps. Et en réalité, Tadoussac, c'est 100 000 personnes aux baleines en 2 mois environ, 3 mois environ durant l'été. C'est énorme, énorme, énorme. Alors, on n'a pas parlé de période, mais tu dis qu'on peut aller les voir en été. Le reste de l'année, on ne peut pas les voir, ou alors c'est plus difficile? Les baleines quittent. Pour les mers du Sud, ils vont en zone de reproduction qui sont dans les Caraïbes et vont revenir au printemps. Donc, on peut peut-être voir encore des belugas, mais la majorité des baleines vont quitter à la fin de l'automne pour revenir au printemps. Donc, il y a une période un peu plus tranquille et c'est l'hiver, c'est les glaces, c'est beaucoup plus dangereux, il y a beaucoup moins d'observation pour les baleines. Donc, il y a une période un peu plus plaisir de faire du kayak que simplement aller voir des baleines. Donc, ça dépend tout le temps le but du voyage. Et toi, tu m'as dit que tu faisais justement en hiver. On en fait, nous, question un peu de rapidité, on en fait dans la région de Montréal du kayak dans les glaces. Par contre, depuis quelques années, dans ces zones-là, aux baleines, il y a des sorties guidées en location de kayak pour plus faire du kayak dans les glaces que de l'observation de baleines. L'hiver, c'est pas vendu comme observation de baleines, c'est vraiment des sorties dans les glaces. Mais c'est possible, il s'en fait des sorties l'hiver. Mais c'est pas un peu dangereux si tu te fais bloquer par la glace ou quelque chose comme ça? Dans notre cas, c'est déjà arrivé. Donc, on sort, la mer est belle, il y a une grande ouverture entre les glaces, on peut facilement sortir. On s'est déjà fait déporter par des glaces, échouer sur des glaces, déporter. Et le retour n'a pas été à l'endroit où on est parti parce que l'endroit où on avait mis le kayak à l'eau était bloqué par les glaces. Ça va très vite, le paysage change en minutes. Donc, faut être stratégique, faut tout le temps avoir un œil sur où qu'on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on va faire, parce que c'est un monde un peu plus de méfiance. Donc, ça se rouvre devant nous, ça se ferme devant nous. C'est tout le temps une question de stratégie, puis de voir un peu ce qu'on se doute qui va se passer sur le mouvement des glaces. Mais ça se fait. C'est un autre monde, c'est magique, c'est un peu comme je disais, c'est pas pour les baleines, là, c'est simplement pour le plaisir, c'est pour faire du kayak de mer, donc c'est un autre monde. Ça a l'air génial aussi, ça. Moi, j'avais plutôt vu qu'ils faisaient ça en Norvège, et ça a l'air aussi magnifique, hein, en longeant les côtes. Oui, c'est en longeant les côtes. Donc, c'est pas vraiment des sorties au large, c'est des sorties le long de la côte, mais ce sont des sorties dans les glaces. Donc, habillement en conséquence, donc beaucoup plus habillé, des gants aux bottes, aux revêtements pour la tête, tout est protégé à ce moment-là. Donc, c'est pas simplement parce que les risques de chavirer sont là, c'est plutôt pour être quand même confortable pour pouvoir pagayer.
Ouais, parce que là encore, hein, c'est pas la première fois qu'on va faire du kayak, qu'on va faire ça. Hein, je dirais que oui. Il y a encore des premières fois dans ceux qui font du kayak l'hiver. Si vous débarquez d'Europe et que c'est en hiver et vous voulez faire du kayak, vous n'avez jamais fait, vous allez voir ces agences-là qui vont faire des sorties de groupe et vont prendre tout ce qui passe. Donc, c'est pas nécessité d'avoir l'expérience pour faire des sorties l'hiver. D'accord, mais accompagné donc. Hein. Toujours accompagné. Nous, on va sortir seul, à nos risques et avec expérience, mais c'est possible de sortir. C'est préférable pour un néophyte de sortir avec accompagnement. C'est dangereux, c'est très, très dangereux. Est-ce que toi, tu travailles avec un GPS ou quelque chose comme ça Lorsqu'on voyage, on voyage avec un GPS, une boussole et une carte. Donc, on fait confiance à la technologie GPS, mais si ça flanche, si nos batteries flanchent, il faut avoir un plan B et un plan C parce qu'il faut se repérer. Puis pour revenir au Saguenay, lorsqu'on fait l'expédition sur le Saguenay, il n'y a pas de rivage. C'est de la falaise continuelle. Donc, on ne peut pas dire « Ah, on va s'échouer ici puis on va attendre que le pépin ou le mauvais temps passe. » Il n'y a pas de rivage, c'est de la falaise. Donc, il y a certains endroits très, très particuliers. Il faut avoir une carte, un GPS, une boussole pour les repérer. Et de la mer, généralement, on ne les voit même pas. Il faut approcher de la côte pour voir ces endroits-là. Et ce sont des lieux pour faire du camping, un lieu de repos, un refuge pour la nuit. Donc, il faut être préparé. Il faut avoir une certaine protection pour pouvoir vivre. L'hiver, le Saguenay ne se fait pas en kayak de mer. Il est fermé le Saguenay l'hiver. Donc, il est complètement glacé. Tu aurais d'autres conseils à me donner encore si je devais aller là-bas pour observer les baleines? Un point qu'on a oublié peut-être? Je ne crois pas. Venez, c'est une expérience. Vous allez avoir le coup de foudre et vouloir revenir. C'est surtout penser des vêtements chauds, même en été. Donc, c'est une zone qui peut être très, très jolie, mais qui peut être aussi froide, même en été. Donc, c'est plutôt penser en fonction peut-être de l'imprévisible pour une place où il y a une canicule à Montréal et peut-être 20 ou 30 degrés de moins, on va dire 20 degrés de moins, beaucoup plus à l'est. Donc, il faut penser plutôt nature que ville là, quand on fait ce genre de sortie-là. Comme j'atterris et puis je repars de Montréal, il y a des trucs sympas à voir à Montréal, ça vaut la peine d'y passer un jour aussi? Oui, Montréal, c'est une ville sympa, mais si vous voulez vraiment avoir quelques journées supplémentaires, j'irais sur Québec. Donc, à Québec, vous auriez la possibilité d'aller dans la vieille ville de Québec qui est beaucoup, beaucoup plus spectaculaire que Montréal. C'est beaucoup plus facile d'accès, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus nature. Donc, Québec est vraiment, vraiment recommandé. Si vous avez un arrêt à faire à quelque part dans une ville, faire de la visite, je vous conseille Québec. En tout cas, c'est beaucoup plus plaisant. Tous ceux à qui on parle, qui ont visité, c'est tout le temps Québec qui revient. Montréal est plutôt un pied à terre pour arriver départ. Alors, dans Voyage Cast, il y a un truc qu'on aime beaucoup, c'est manger et boire. Qu'est-ce qu'on mange de bon au Québec? J'y arrivais, c'est Claudine m'écrivait en arrière durant que je te parlais, la nourriture. Donc, sur la rive sud, dans le coin de la Sepka, c'est le poisson. Donc, le poisson est pêché sur place, donc à bon prix, très, très bon prix. Le poisson, tout ce qui est poisson fumé, c'est une renommée dans cette zone-là, donc de Kamouraska. Donc, il y a des fumoirs à poissons pour tous les types de poissons. Et il y a un peu des curiosités que vous avez peut-être moins en Europe, mais qui sont venues populaires ici, comme les petonques fumées, les crevettes fumées. À peu près tout ce qui est possible de fumer, on va le fumer. C'est une zone aussi qui a de l'esturgeon. Donc, c'est possible de manger de l'esturgeon fumé, de l'anguille. Des oursins. Donc, c'est une zone qui... Puis les prix sont, même pour nous, sont bas. Lorsqu'on va dans ces zones-là, on en profite pour s'approvisionner ou simplement s'alimenter en poisson parce que sans être une aubaine, c'est quand même raisonnable. Et il y a les fromages, autant du côté sud, autant du côté nord, les fromages locaux, donc les saucissons. Donc, depuis quelques années, faut quand même dire qu'on est en retard sur peut-être l'Europe. Depuis quelques années, on a fait beaucoup de progrès sur dans l'agro-touristique ou dans l'agroalimentaire vraiment, vraiment terroir. Donc, les fromages, les poissons, les viandes de charcuterie. Donc, on a fait beaucoup de progrès dans les dernières années.
Et au niveau boisson, vous buvez du vin au Canada ou pas? On a une petite production locale de vin. Il y a certains produits intéressants, mais ce n'est pas notre grosse affaire. Les microbrasseries, par contre, on est depuis quelques années, encore une fois, chanceux et très, très gagnants sur les microbrasseries. Donc, il y a des alcools du terroir à partir de sirop d'érable, à partir de petits fruits sauvages. Donc, il y a une possibilité de bien manger, de bien boire, et des prix quand même tout à fait raisonnables, même moins chers qu'à Québec et à Montréal, parce qu'on est sur place. Donc, pensez aux poissons, pensez au fromage, aux charcuteries, saucissons, des deux côtés. Autant Rive-Nord, Rive-Sud, maintenant, on a une belle alimentation possible de produits locaux. Alors un truc que j'ai toujours voulu goûter depuis que j'en ai entendu parler sur Radio-Canada, c'est le cidre de glace. C'est trouvable facilement. C'est un produit plutôt haut de gamme. Ça coûte pas mal plus cher, le cidre de glace. Donc, à ce moment-ci, on est devenu grand producteur et grand exportateur. Pour nous, c'est quand même un produit haut de gamme. C'est quand même un produit que, pour vous, qui va coûter moins cher que si vous l'achetez en Europe. Mais c'est quand même c'est délicieux. C'est des petites bouteilles, c'est sirupeux, c'est délicieux comme produit. Et maintenant, il y a des variantes. On va les aromatiser avec la canneberge sauvage qu'on a au Québec. De temps en temps, avec de la poire. Donc, il y a quelques variantes. Il y a tout le temps d'innovation dans le domaine. Mais c'est un monde. Le cidre de glace, là, c'est très, très, très particulier. Et peut-être quelque chose, mais il faut être un peu plus aguerri, c'est du thé du Labrador. Donc, sur la Côte-Nord, au Paradis marin et à Mérémonde, il y a un arbuste qui pousse pratiquement que dans cette région, un arbuste qui est sauvage, dans la famille des azalées. Et si vous le regardez, l'arbuste, ça ressemble étrangement à un théier. Et c'est la même feuille, c'est la même forme. Et on cueille sur place en fin d'été ou en été cette feuille-là. Et on en fait une tisane, malgré qu'on appelle ça le thé du Labrador. Là. Donc, c'est amérindien. On utilise un peu la forme de la feuille pour appeler ça du thé. Mais c'est un produit exceptionnel. C'est calmant. C'est plutôt nouveau maintenant à Montréal. On est capable de s'approvisionner dans le commerce. Mais nous, lorsqu'on va là, on fait notre approvisionnement pour la saison. Donc, on cueille directement à côté de la tente notre thé du Labrador qu'on ramène à la maison. Et je crois pas qu'aux douanes, c'est problématique. Donc, c'est pas une drogue, ça n'a aucun effet hallucinogène, c'est simplement une tisane. Donc, c'est très, très, très bon. Mais c'est particulier à cette zone-là. On ne le trouve pas ailleurs. Ou presque pas ailleurs. Et du sirop d'érable, on en trouve autant qu'on pense, parce que nous, on a l'impression que tous les Canadiens, ils boivent à peu près 10 litres par jour. C'est vraiment comme ça? C'est pratiquement ça. Trouver du sirop d'érable, c'est d'une facilité absolue. Peut-être le seul conseil que je vous donne, ne pas acheter dans les boutiques de souvenirs le sirop d'érable, et vous allez le payer très, très, très cher pour des quantités ridicules. L'idéal, c'est simplement aller dans les supermarchés. Tous les supermarchés ont du sirop d'érable, et l'acheter nous, on dit en canne, là, donc c'est des contenants métalliques d'environ 500 ml ou un peu plus. Et c'est facile à transporter, c'est facile à ramener en Europe. Donc, c'est un contenant qui est très, très solide. Et là, vous allez avoir le prix du marché. Donc, c'est vraiment le prix qu'on paie nous et non la petite feuille d'érable en vitre dans laquelle on met quelques ml de sirop d'érable et on va vous vendre ça comme l'aubaine. Allez dans simplement un supermarché, sortez un peu du contexte des zones touristiques. C'est là où on va s'approvisionner et c'est environ 6 $ canadiens. Un bon prix, c'est 6 à 7 $ canadiens, ces contenants-là. Donc, c'est notre façon de s'approvisionner et non dans les zones touristiques. On n'a pas parlé tellement des Canadiens en eux-mêmes. Alors bon, toi, je sais pas vraiment si tu es la meilleure personne pour en parler, parce que tu vas nous dire que vous êtes génial, mais nous, en Europe, en tout cas en Suisse, moi j'ai l'impression que les Canadiens sont tous gentils, c'est vrai? C'est vrai. Étonnant. Peut-être biaisé pour en parler. Généralement, dans les zones touristiques, on est habitué de voir des touristes, donc on est un peu plus friendly. Là. Mais même croiser dans la rue un touriste qui a besoin d'aide, on va aller donner un coup de main, on va aller essayer de l'orienter. Mais
je suis mal placé pour parler, mais j'ai une tendance à dire que oui. On a une tendance à vouloir aider plus que d'autres choses. Peut-être pas tout le monde, là, remarquez. Si c'est une langue autre que le français, des fois, beaucoup de Québécois ne parlent, c'est pas vrai, là, en même temps, c'est vrai, beaucoup de Québécois, surtout en région, ne parlent que le français. Donc, on va peut-être avoir un peu, garder leur distance, pas parce qu'ils veulent pas aider, c'est plutôt la barrière de la langue, là. Mais généralement, si l'approche est faite en français, c'est facile de se dépanner au Québec. Ouais. Non, en tout cas, tu dis que vous êtes sympa, moi je veux bien croire parce que je crois que toutes les personnes qui sont revenues du Canada nous ont dit les gens là-bas sont géniaux, il faut y aller rien que pour ça. On l'entend souvent à l'eau de la planète lorsqu'il y a des commentaires de personnes en ligne ou d'auditeurs. Là, on nous revient, ça revient souvent sur le sujet, mais je suis biaisé pour en parler, je suis mal placé. On a une tendance à beaucoup voyager, donc on a une tendance à beaucoup aider en même temps. Donc, on est content quand à l'étranger, quelqu'un nous aide. Donc, si on peut rendre l'appareil en revenant, on va le faire. Eh ben, c'est génial. Si seulement tout le monde était comme ça, on n'aurait plus de problème, je crois. Ah, ça serait peut-être... On a sûrement nos défauts, on a nos qualités, mais on a sûrement nos défauts, mais je suis mal placé pour juger. Peut-être juste une petite anecdote par rapport à ça, c'est que dans Montréal, on a un peu un accent, Québec a un peu un accent, mais lorsque vous allez sortir des deux grands centres qui sont Québec et Montréal, là, vous allez rencontrer des zones avec des accents très, très, très particuliers. Et il faut avoir peut-être un petit peu de patience avec l'accent parce qu'on parle vite, on chante, on a notre façon de parler français. Et à donner un accent local, ça peut devenir des fois un petit peu plus problématique, notamment le bas du fleuve, Gaspésie, un peu la Côte-Nord, le lac Saint-Jean. C'est très, très, très typique. L'accent, on peut facilement les identifier, leur coin d'origine. Ouais, et puis c'est les expressions aussi, nous qui nous font beaucoup rire toujours. Je trouve ça génial. On a notre français à nous, avec nos expressions, et en région, ils ont encore plus d'expressions avec leur petite côté humoristique en français. Donc, même nous, de temps à autre, on a de la difficulté à les comprendre. On s'imagine tout le temps un touriste. Si nous, on a des difficultés, on s'imagine un touriste voir qu'est-ce qu'il a pu comprendre, qu'est-ce qui a été dit. Il faut être local. Oui, un peu comme dans tous les pays. Hein. Si on va dans certains villages de ma région natale, du Valais, ils sont pas très faciles à comprendre, ni très très causants. Donc, le voyageur, il s'en accommode, hein, c'est pas un problème. On s'habitue, ça fait un peu partie du voyage, même en français sur français, donc même si la langue n'est pas un choc, ça fait partie des plaisirs. Alors super, merci beaucoup pour tous tes conseils. J'aimerais juste te demander une dernière chose. Ta femme qui est derrière et qui nous écoute certainement et qui te donne des petits conseils, si elle pouvait juste nous faire un petit salut, nous donner un ou deux petits conseils aussi, ça serait sympa d'entendre sa voix. Je te la passe. Ok, en tout cas merci Michel encore une fois, c'était vraiment très très gentil et puis j'espère aller une fois au Canada et le jour où je vais au Canada, je passerai te dire salut. Bienvenue. Si tu viens, on pourra te guider ou t'accompagner, ça dépend tout le temps des périodes où on est disponible. Eh ben ok, c'est vraiment très très gentil. Alors je te souhaite une bonne après-midi je crois. Bonne journée, je t'apasse. À toi aussi. Alors salut Claudine, hein, tu es la femme de Michel, ça fait plaisir de t'avoir aussi à l'antenne. Ça me fait plaisir de te parler, Jonathan. Ok, alors comme tu l'as dit avant, hein, ton mari a donné déjà beaucoup de conseils. Est-ce qu'il y a des petites choses, des petits derniers conseils qu'il n'a pas dit, qu'il a oublié En fait, j'ai seulement entendu sa partie à lui, mais je crois bien que c'était complet comme information. Je suis intervenue un petit peu sans que vous le sachiez pendant son intervention, mais j'ai pas vraiment de quoi ajouter. Là, c'était parfait pour moi. D'accord. Toi, l'endroit que tu préfères, l'endroit où tu me dirais, Jonathan, il faut absolument que tu y ailles. Il y a peut-être un petit quelque chose que Michel n'a pas parlé, que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la rive sud, un petit peu plus à l'est de la SEPCA, de Kamouraska. Moi, c'est le parc du Bic. C'est un parc national, c'est un parc Québec qui fait partie de... On appelle ça la CEPAC. Mon Dieu, je ne connais pas c'est la Société des d'établissement du Parc du Québec. En tout cas, quelque chose comme ça, on pourra te faire compléter cette information. www.cepac.com, c'est l'adresse Internet de ce parc et d'autres parcs nationaux. Et le parc du Bic, qui est un petit peu plus à l'ouest de Rimouski, la ville de Rimouski, qui est dans le bas du fleuve. Pour moi, c'est un de mes endroits préférés pour faire du kayak aussi. On va voir ça alors, ça a l'air génial. Pour les baleines, c'est pas tellement un endroit, c'est plutôt pour les phoques.
Il y a deux espèces de phoques au Québec, le phoque gris et le phoque commun. Et on peut voir les deux espèces à cet endroit. Et on peut les voir relaxer sur les roches à marée basse. Et puis à marée haute, ils peuvent venir aussi près de notre kayak et c'est formidable. C'est génial. Comment ça t'est venu cette idée de faire du kayak justement? Un petit peu, l'idée du kayak nous est venue un petit peu du frère de Michel qui s'était mis quelques années avant nous à faire du kayak. Et puis, ça nous intéressait sans qu'on y porte trop attention. Puis un jour, on a eu une occasion en or d'acheter un kayak par un beau mois de septembre. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Alors, on a fait l'acquisition de ce kayak-là. C'est le même depuis toutes ces années. Et puis, on s'y est mis à fond. C'est génial. Et ta baleine préférée, ton animal préféré quand tu es sur la mer? J'aime bien, ils sont petits, mais j'aime bien les petits marsouins. Ce sont de tout petits, les petits mammifères marins. En fait, ils font presque c'est presque qu'un mois c'est de petits poids, de petite taille, mais ils ont l'air de petits animaux de cirque. Ils font des petits ronds dans l'eau en groupe. Et ils sont assez mignons, mais c'est pas les plus impressionnants, par exemple, mais ils sont assez mignons. Ok, alors merci Claudine. Peut-être est-ce que tu as une dernière petite chose pour nous inciter vraiment à venir au Canada? Moi, j'ai envie que tu me donnes envie d'aller au Canada demain matin. Faut que je te convainque. Voilà. Alors, malgré le froid qui peut sévir dans l'est du Québec, même en mois de juillet, tu vas trouver la chaleur et le réconfort parmi tous les habitants du Québec, la faune, la flore et un paquet d'autres choses à découvrir, quoi. Ok, moi ça me plaît bien, en tout cas, je dois dire que c'est un truc dans ma longue liste de choses à faire, mais je vais bien arriver à les faire un jour. D'accord. Et puis, une petite dernière chose aussi, si il y a des gens qui veulent venir ici au mois de juillet ou au mois d'août, faut surtout pas oublier la lotion pour les moustiques, les maringouins, les petites mouches noires et tout ça, parce que ça peut être très désagréable. Ouais, mais non, mais ça, il faut pas dire. Avant, les gens, ils voulaient venir, maintenant, ils veulent plus. Bon, avec la lotion, il n'y a aucun problème. On va avoir les plus braves. Voilà, exactement. Donc, les meilleurs. Oui, c'est ça. Ok, alors merci beaucoup pour le temps que vous avez passé les deux avec moi, hein, c'est très gentil, merci pour vos photos qu'on va mettre aussi sur internet, c'était génial. Et puis je note votre adresse en tout cas, je note les campings que vous avez notés, ça va se faire un jour, je peux pas dire quand parce que sinon je vais mentir, mais ça va se faire. Aucun problème, il n'y a pas de souci. Ok, alors à une prochaine hein, Claudine. D'accord, attends un petit peu Michel, il veut te parler. Juste une petite information supplémentaire peut-être pour ton podcast. De Tadoussac, il y a des sentiers qui vont remonter le long de la rivière Saguenay. Et le sentier du côté nord est un sentier qui est beaucoup, beaucoup plus en surplomb sur la rivière comme telle. Et souvent, du sentier, même si on est beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, c'est facile de voir des baleines. On y était il y a 3 semaines et on a eu un petit troupeau de belugas qui nous a suivis toute la journée. Mais c'est de la distance. On parlait peut-être à 500-600 mètres de nous à ce moment-là. Ouais bon, c'est pas beaucoup. Puis avec des jumelles, c'est parfait. Sans jumelles, on peut facilement les observer et étant donné qu'on est en hauteur, on va pouvoir les voir plonger à quelques mètres sous l'eau. On peut les suivre un peu sous l'eau à ce moment-là. Donc, je t'enverrai la référence CEPAC. Donc, c'est géré par le gouvernement du Québec. Et ça demande un peu plus d'habileté sportive. C'est un sentier qui est très, très escarpé, qui est en montagne, qui monte, qui descend. C'est pas un sentier user-friendly. Il faut un peu d'expérience. Il y a des superbes refuges pour coucher à quelques mètres au-dessus de la rivière Saguenay en surplomb. Il y a 3 semaines, il y avait des aurores boréales. Donc, c'est un autre monde, c'est une autre façon de voir, mais c'est un peu plus sportif. Donc, c'est considéré comme difficile à certains niveaux. Ok, alors je te souhaite un bon après-midi. Et bonne journée. Merci, allez, à la prochaine.